Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné d'Einar Tangen, chercheur principal à l'Institut Taihe et également président d'Asia Narratives. Donc bienvenue à nouveau, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans l'émission. Un vrai plaisir, Glenn. Beaucoup de choses à discuter, comme toujours. Oui, j'essayais de voir comment réduire le sujet, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais je suppose que l'essentiel, c'est que les guerres commerciales continuent d'évoluer. Et bien, la situation ne s'améliore pas pour les États-Unis. La Chine continue de faire des efforts pour se diversifier et s'éloigner des États-Unis. Je constate la même logique dans d'autres pays. L'idée, c'est que les guerres commerciales sanctionnées ne sont pas simplement un obstacle temporaire à surmonter, mais plutôt le signe d'un partenariat moins fiable et de la nécessité, en fait, de chercher d'autres partenaires pour éviter, je suppose, une dépendance excessive envers quelqu'un en qui ils estiment ne pas pouvoir avoir confiance. Et la guerre commerciale, eh bien, la situation est un peu étrange en ce moment. Les États-Unis ont exposé très clairement leurs objectifs. Empêcher la montée en puissance de la Chine, paralyser son secteur technologique et même évoquer ouvertement la possibilité d'un futur conflit militaire, allant jusqu'à interdire l'utilisation de Huawei partout dans le monde. Pourtant, on voit la Chine réagir en limitant l'accès des États-Unis aux terres rares. Et toutes les réactions semblent considérer cela comme totalement illégitime. Comment ose-t-il? Alors, comment voyez-vous l'évolution de la guerre commerciale? Eh bien, oui. En ce moment, Donald Trump a plusieurs problèmes. Premièrement, il y a la hausse des prix. Évidemment, les gens qui l'ont élu voulaient qu'il contrôle les prix. Et c'est pas bon. Il y a aussi des choses qui se passent avec Musk. Il a doublé sa fortune personnelle depuis qu'il est devenu président. Il a accepté l'avion à 400 milliards de dollars. Il a vraiment beaucoup de choses à gérer. Mais il a aussi quelque chose qui arrive cette année. Et en gros, d'ici la fin de 2025, les États-Unis devront refinancer plus de 9 000 milliards de dollars. Et c'est vraiment quelque chose qui l'inquiète, lui, Biden et les autres. Parce que si les gens commencent à perdre confiance dans le dollar, surtout étant donné qu'ils ne semblent pas considérer le déficit comme un problème, ils pourraient commencer à intégrer le risque dans leurs calculs. Le dollar américain a fortement baissé, presque de 9% depuis son arrivée au pouvoir. En gros, ce que je dis, c'est que si j'avais investi 100 dollars, si j'avais acheté un bon du Trésor de 100 dollars à son entrée en fonction, aujourd'hui, si je revendais ce bon et le convertissais dans ma propre monnaie, il ne vaudrait plus que 91 dollars. Donc je dois commencer à prendre en compte ce type de risque. Quand on additionne tout cela, ce qui se passe à Los Angeles et ses préoccupations concernant, je cite, la réindustrialisation de l'Amérique, comme si c'était quelque chose de possible, oui, il a de vrais problèmes. Je pense qu'il commence à comprendre qu'il ne dicte pas les règles. La Chine, vous savez, les cartes ont toujours été sur la table. Je ne sais pas comment le dire, Glenn. Tout le monde savait que la Chine détenait 90% du commerce des terres rares. Ce n'est pas, vous savez, oh, on ne le savait pas. Tout le monde l'a toujours su. En fait, cela a été évoqué et mentionné à de nombreuses reprises. Mais cette idée que, comme vous l'avez dit, eh bien, nous allons entrer en guerre avec vous. Nous allons attaquer vos entreprises. Nous allons expulser vos étudiants de notre pays. Et nous allons tout faire pour vous paralyser économiquement. Mais ce n'est pas juste si vous nous refusez cela. Vous savez, quelque chose dont nous avons besoin pour fabriquer des missiles. Des choses comme ça. Oui, cela ajoute à la complexité en commençant à parler de guerre avec la Chine. Ensuite, eh bien, si vous voulez suffisamment de munitions et de missiles, il vous faut certains minéraux rares comme l'antimoine.
mais vous devez les obtenir de la Chine. Donc, ça ne semble pas être la meilleure idée du monde de, vous savez, demander les ressources dont vous avez besoin pour attaquer cet adversaire. Mais, Eh bien, réalise pas bon pour que votre adversaire soit carré de ressources dont vous avez besoin pour l'atteindre. Mais les États-Unis ne sont pas. Je peux comprendre la nécessité aux États-Unis d'apporter des changements radicaux, car je pense que tout le monde reconnaît que la trajectoire actuelle n'est pas tenable. Le niveau d'endettement, le manque de compétitivité dans le secteur technologique, la désindustrialisation, la perte de puissance financière. Mais on observe souvent cela. C'est quelque chose de plus fréquent chez les populistes. Ils sont souvent plus à l'écoute de l'opinion publique, ou du moins, ils reconnaissent certains problèmes liés au statu quo, car, par définition, ils ne sont pas attachés au statu quo des élites. D'un autre côté, une autre caractéristique fréquente est qu'ils n'ont pas toujours, ou souvent n'ont pas, de bonnes solutions aux problèmes qu'ils identifient. Et il semble qu'il en fasse un peu trop à la fois, c'est-à-dire des tarifs douaniers sur le monde entier, la réorganisation de toutes les relations intérieures, l'expulsion de tous les immigrés illégaux, la promotion de la démocratie, la réorganisation des relations avec toutes les grandes puissances, y compris la guerre, et, vous savez, l'assistance à un génocide. C'est juste, ça pourrait être fait d'une manière très différente. Et puis, tout le principe des tarifs fonctionnerait mieux s'il y avait de véritables politiques industrielles, une production nationale qui pourrait les remplacer. Toute la procédure ici semble très désorganisée. Eh bien, Glenn, je veux dire, tu as mis le doigt dessus. Il n'y a pas grand-chose que je puisse ajouter. Donald Trump, on en a déjà parlé. Ça fait 18 ans qu'il parle de la santé. Et pourtant, il n'a toujours pas de plan pour la santé. Tu sais, il est simplement meilleur pour faire des promesses que pour les tenir. Et il est meilleur pour créer des polémiques que pour réellement construire quelque chose. Donc, si je te demandais maintenant de nommer une chose qu'il a accomplie, sans passer par décret exécutif, qui résout les problèmes de l'Amérique, tu dirais, eh bien, il n'y en a pas. En fait, il aggrave les choses. L'Amérique est plus divisée qu'elle ne l'était quand il a été élu. L'économie va dans la mauvaise direction. Ses relations internationales sont au plus bas. Il n'y a vraiment aucune bonne nouvelle. Et sa réaction face à cela n'est pas de l'affronter, ni d'élaborer un plan, mais de lancer ce que j'appelle des lapins blancs. Vous savez, ces histoires ou déclarations qui occupent la presse et détournent leur attention du vrai problème. Donc si vous regardez ce qui se passe à Los Angeles, c'était au départ une manifestation assez pacifique. Il l'a aggravé, tant par sa rhétorique que par l'envoi, désormais de 4700 militaires, 4000 de la garde nationale et 700 marines en service actif. C'est illégal, c'est injustifié. Mais ce que cela fait, c'est que cela détourne toute, enfin pas toute, mais la majorité de l'attention publique, et surtout celle des médias, du fait qu'il est en train de perdre cette guerre commerciale, qu'il a fait un énorme bluff, que la Chine l'a déjoué, et comme vous le soulignez, il n'a pas de véritable plan. Il espérait intimider des gens ou des pays pour qu'ils abandonnent leur argent de poche. Et il pensait pouvoir s'en vanter et dire aux États-Unis qu'il est un gagnant, un grand négociateur et que tout le monde finirait par céder. Mais ça ne s'est tout simplement pas passé comme ça. En fait, la situation empire. Le Japon, la Corée du Sud et l'Europe ont tous fait savoir qu'ils n'allaient pas se plier à son plan sans broncher. Donc avec ça, et les bons du Trésor, tant de dettes, aucun plan non plus de ce côté-là. Oui, tout le monde se gratte la tête. Mais la question est, pourquoi a-t-il été élu une seconde fois?
Je veux dire, malheureusement, ce n'est pas différent de son premier mandat. Il faisait exactement la même chose. Chaque jour, un nouveau décret ou une déclaration scandaleuse, peu importe. La différence, à l'époque, c'est qu'il y avait des adultes dans la pièce pour dire « Hey, écoute, tu ne peux pas faire ça, c'est illégal ». Ou ils disaient « Hey, tu sais, si tu fais ça, il y aura des conséquences ». Maintenant, il est entouré de gens qui, quoi qu'ils disent, répondent simplement « Oh, c'est la meilleure chose au monde ». Ils ne tiennent absolument pas compte des conséquences. Alors oui, tout le monde se gratte la tête. Que faire de Donald Trump pour les 3 ans et demi à venir? Et je pense que la réponse de la Chine est très simple. Ils disent « Nous allons essayer de l'amener à conclure une sorte d'accord de phase 2, ou s'il ne tient pas ses promesses, en gros, le commerce s'arrête et il se retrouve dans une position très difficile, exactement là où il est maintenant. » Et cela n'est nulle part plus évident que dans les négociations commerciales elles-mêmes. Le 9 mai, ils ont une réunion, ils en sortent et disent « Nous avons un cadre, nous avons des objectifs, nous allons travailler là-dessus. » Les États-Unis commencent, vous savez, à attaquer immédiatement Huawei, les étudiants chinois, et à dire « Vous savez que nous avons plus de contrôle à l'exportation ou de menaces. » La Chine répond « Très bien, nous devons vous montrer que vous vivez dans un monde interconnecté. » Et ils ont commencé à mettre la pression sur ces terres rares. Ensuite, Trump s'indigne et dit « Oh, nous devons avoir de vraies négociations commerciales. » Alors, où en sommes-nous après hier? Exactement au même point qu'il y a un mois. Rien n'a changé. Ils n'ont toujours qu'un cadre. Ils discutent des questions, mais rien n'a été décidé, malgré Donald Trump qui insiste tout le temps pour dire que tout est réglé, que tout est pris en charge, qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Un thème récurrent, cependant, est celui de la pression maximale. Et je pense qu'il y a trop de confiance dans l'idée qu'il n'est pas possible de se diversifier loin des États-Unis ou de vivre sans les États-Unis. Donc, si vous avez le pays le plus puissant, il exerce une pression maximale. L'hypothèse semble être que tant que vous jouez dur, les autres devront se plier. Et cela me ramène un peu à la crise financière mondiale de 2008 et 2009. Car à ce moment-là, il y avait un thème commun aussi bien chez les Chinois que chez les Russes. Cela n'est pas durable. Ils pensaient que lorsque la prochaine crise surviendrait, il faudrait avoir des alternatives, car sinon, nous serions tous entraînés par le naufrage. Mais votre remarque sur les Chinois est intéressante, car il semble que Trump utilise beaucoup de ses tarifs douaniers et autres mesures pour viser un grand accord, tandis que les Chinois semblent plus préoccupés par le fait de ne pas céder à la pression. Et il m'arrive parfois de penser à une citation attribuée à Napoléon. Il disait « N'interrompez jamais votre ennemi quand il fait une erreur ». Donc, on dirait qu'ils peuvent simplement se reposer et... Mais d'un autre côté, la Chine ne veut pas non plus que les États-Unis s'enfoncent trop, car cela ne serait bon pour personne. Mais que fait-on dans une telle situation si l'on est du côté chinois? Lorsque vous êtes au supermarché et que votre enfant de 11 ans est allongé par terre en train de crier et de pleurer parce qu'il veut des Cocoa Puffs, que faites-vous? Ça me dit quelque chose. Oui, il faut être l'adulte et dire « Ok, tu ne peux pas avoir de Cocoa Puffs. On peut en parler à la maison. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on sorte du magasin. » Vous savez, la Chine se retrouve coincée dans cette position où elle est obligée d'être l'adulte dans la pièce et elle essaye de comprendre comment s'y prendre. Ils ont en fait exercé une pression très douce en ce qui concerne les terres rares. C'est un rappel à l'administration Trump que, comme je l'ai dit, on vit dans un monde connecté. Cette idée selon laquelle on contrôle tout est absurde. Ça ne marche tout simplement pas. Personne n'y croit, surtout pas à Washington.
Je veux dire, le secrétaire d'État a dit « Oh, nous ne vivons plus dans un monde unipolaire ». Eh bien, il semble avoir compris. Je ne pense pas que Trump ait compris. Donc, le grand compromis ne sera pas ce que Trump souhaite. Trump pensait, et il l'a exprimé pendant sa campagne, que son objectif était de séparer la Chine et la Russie, de conclure un grand accord avec l'un des deux. En gros, il voulait que la Chine accepte un accord du type Plaza. C'était l'accord de 1985-86 que le Japon avait signé. Et cela a en fait ruiné leur économie. Et aujourd'hui, ils sont en grande difficulté. Cet accord a essentiellement lié leur monnaie au dollar américain, ce qui a rendu la production au Japon même très très difficile. Maintenant, il faut que je mentionne une chose. Toutes ces plaintes sur le fait que l'Amérique est une victime. L'Amérique est victime d'elle-même. Vous savez, nous voulions un dollar fort, ou plutôt je ne devrais pas dire nous, les politiciens voulaient un dollar fort. Et devinez qui d'autre le voulait? Wall Street. Et ils ont maintenu le dollar fort, parce qu'ils assimilaient cela à de la puissance. Mais ils savaient que le prix à payer pour garder un dollar fort, c'est que votre industrie manufacturière devient non compétitive. C'est trop cher, vos prix sont trop élevés, parce que le dollar est fort. Vous exportez à un prix très élevé. Donc c'était un compromis que Washington a accepté. Ils adoraient avoir cet approvisionnement bon marché en argent. Wall Street adorait les dollars qui affluaient, tous les investissements et tout ça. Et maintenant, tout à coup, ils disent « Oh, qui nous a fait ça? Ça doit être la Chine. » Oui. Je veux dire, les entreprises américaines n'étaient pas pressées de quitter l'Amérique. Elles sont parties parce que, si elles ne l'avaient pas fait, leurs concurrents européens leur auraient pris leur place. Elles n'avaient pas le choix. Donc vous savez, une fois qu'une entreprise s'installe à l'étranger et établit une base de production ou de services à moindre coût, vous devez soit réagir de manière compétitive en faisant la même chose, soit trouver une autre solution. Ce qui s'est passé, c'est que le monde s'est tourné vers l'Est, et c'est pour cela qu'un pays comme la Chine, en moins d'une génération depuis 2001, est devenu le principal fabricant mondial. Donc les idées de Trump sont très simplistes. Comme je l'ai dit, il a une compréhension de l'économie au niveau d'un enfant de 11 ans. Il continue d'affirmer que les droits de douane sont d'une certaine manière payés par le pays exportateur. Et il croit d'une certaine manière qu'il peut conclure ce grand accord. C'est un peu comme, regardez ce qui s'est passé avec Kim Jong-un en Corée du Nord, n'est-ce pas? Il dit à tout le monde, je vais conclure l'accord, c'est magnifique, nous avons toutes ces lettres d'amour qui vont et viennent. Et puis, vous savez, quand Kim a dit, d'accord, quel est l'accord? Il répond, eh bien, tu te débarrasses de tes armes nucléaires. À ce moment-là, Kim est rentré chez lui. Et il a compris que tout cela n'était qu'une mascarade, un coup de publicité. Donc, quand vous pensez aux actions de Donald Trump, arrêtez d'essayer de penser en termes de politique et dites-vous simplement qu'il s'agit d'un coup de communication permanent où, si quelque chose ne fonctionne pas, il lance autre chose pour détourner l'attention des gens du fait que le reste de ce qu'il a promis ne marche pas. Oui, eh bien, les relations personnelles et, je suppose, son charme peuvent effectivement jouer un rôle important pour ouvrir des opportunités. J'apprécie le fait qu'il ait été le seul à parler aux Nord-Coréens, que l'idée même de ne pas dialoguer avec son adversaire soit remise en question. Mais comme tu le dis, il faut qu'il y ait quelque chose au bout du compte. Et encore une fois, si l'on voulait que les Nord-Coréens abandonnent leurs armes nucléaires, qu'est-ce qu'ils obtiendraient en échange? Encore une fois, on n'a pas vraiment le droit d'en parler beaucoup, du moins en Europe, mais nos adversaires ont des préoccupations en matière de sécurité. Les Nord-Coréens aussi. S'ils n'avaient pas d'armes nucléaires,
ils auraient probablement été pris pour cible il y a longtemps. Cela ne veut pas dire que l'on souhaite qu'ils possèdent des armes nucléaires, mais il faut reconnaître la réalité telle qu'elle est. Donc, je ne vois tout simplement pas cet aspect, car ils semblent doués pour établir des contacts avec d'autres pays. Mais je ne vois toujours pas d'efforts vraiment sérieux pour traiter leurs problèmes. Prenons la Chine, par exemple. Toute cette idée selon laquelle tout accord commercial devrait impliquer que la Chine s'incline devant les intérêts américains et renonce à l'idée d'être un égal souverain. Je ne le vois pas capable de conclure le moindre accord. Je suppose que c'est ça, mon point de vue. Non, et il ne l'a pas fait. Vous savez, écoutez, je veux dire, le seul accord qu'il a jusqu'à présent, et ce n'est même pas un accord puisque aucune partie vraiment substantielle n'a été finalisée, c'est avec le Royaume-Uni. Et ce que vous voyez dans le monde, c'est « Oh, donnez-lui juste un chiffre. Donnez-lui un gros chiffre. Il aime les gros chiffres. Payez sa famille. Et, vous savez, on va s'en sortir pour les 3 ans et demi à venir. » Donc, c'est juste de la survie. Mais la Chine doit faire un peu plus que ça. Je veux dire, ils sont visés. Ils doivent riposter. Leur façon de riposter, c'est de dire, eh bien, souvenez-vous, vous savez, nous avons des choses dont vous avez besoin. Mais en plus de cela, la Chine fait quelque chose de plus positif, en essayant vraiment très fort d'augmenter ses marchés ailleurs, essentiellement avec cette idée qu'il va y avoir une division assez profonde. Les extrêmes ont changé. Même lorsque Donald Trump n'est plus là, comme nous l'avons vu avec Biden, la politique commerciale ne change pas vraiment. Elle peut simplement être moins spectaculaire sous un démocrate, mais elle ira certainement dans la même direction. Donc, ils essaient de réduire leur dépendance aux marchés traditionnels, comme les États-Unis. Ils atténuent les risques géopolitiques liés aux tensions politiques et aux guerres commerciales. Donc vous voyez, c'est ce qu'ils doivent faire, renforcer les liens avec l'ASEAN. Début 2025, cela représentait 16,6% du commerce total de la Chine. Et le commerce bilatéral a augmenté de 20,8% rien qu'en avril 2025. C'est un bon exemple de la façon dont cela fonctionne. Maintenant, il faut être honnête. Une partie de ce commerce est indirecte. En réalité, ce sont des produits chinois expédiés vers des pays d'Asie du Sud-Est, où ils ne font rien, ou presque rien, puis ils les réexportent comme s'ils avaient été fabriqués chez eux. C'est pour éviter les droits de douane et ce genre de choses. Mais le fait que c'est une bien meilleure façon de gérer la situation internationale que de rester là, à attendre que Trump fasse littéralement exploser les États-Unis. Et en faisant exploser les États-Unis, il va impacter le monde entier. Nous nous dirigeons vers une récession. La question est de savoir si cela va devenir une dépression. On peut le voir dans les chiffres de l'emploi. Rien ne se passe comme avant. Je veux dire, vous savez, l'OCDE a revu à la baisse la croissance de l'Amérique, passant de 2,6 à 1,8. C'est un chiffre énorme. C'est énorme. Et cela est uniquement dû aux tarifs douaniers de Donald Trump et à ce genre de choses. Tout va dans la mauvaise direction. La seule personne qui ne semble pas s'en rendre compte, c'est Donald Trump. C'est là tout le problème avec la pression. On part toujours du principe qu'elle crée un dilemme. Soit votre adversaire baisse la tête, comme les Japonais dans les années 80, soit vous l'éloignez encore davantage. Et l'éloigner davantage se traduit généralement, eh bien, un signe de cela serait l'intensification des efforts pour diversifier les partenariats commerciaux. Comme vous l'avez suggéré, c'est un point sur lequel la Chine se concentre beaucoup pour éviter une dépendance excessive envers les États-Unis. Nous venons justement d'assister à la conclusion de ce nouveau sommet en Malaisie, avec l'ASEAN, le CCG et la Chine. Là encore,
C'est quelque chose qui va de plus en plus relier l'Asie de l'Est aux États du Golfe au Moyen-Orient. Je suppose que vous suivez cela. Selon vous, quelle est l'importance de ce sommet pour les développements futurs? Ou comment s'inscrit-il dans l'objectif plus large de diversification? Eh bien, mettons cela en termes politiques. Il est logique pour le Moyen-Orient de diversifier ses relations. Ils ne tournent pas le dos aux États-Unis. Ils ont des relations de sécurité importantes et d'autres aspects similaires, et il y a encore beaucoup d'échanges commerciaux. Mais parlons maintenant d'économie. Où sont les clients? Ils sont à l'Est. Et parlons ensuite de la société. Les États-Unis ne sont pas un pays musulman, mais l'Indonésie et la Malaisie le sont. Il y a un grand nombre de musulmans dans toute l'Asie du Sud-Est, donc il existe une affinité plus naturelle. Ils peuvent parler de finances islamiques, les gens la comprennent réellement, ils comprennent les coutumes musulmanes. Ils ne se moquent pas d'eux et ne commencent pas à dire que c'est quelque chose d'inhumain, quelque chose contre les gens, ou que c'est d'une certaine manière contre nature. Donc, il y a beaucoup de raisons. Mais vous savez, au final, la raison principale, c'est que le monde se sépare. Les États-Unis ont dit « Nous allons seuls ». On ne tire pas à boulet rouge sur 180 pays en pensant qu'on va d'une certaine façon rassembler le monde. Oui, c'est une attitude de brute, mais personne ne va vous apprécier. Ils pourraient coopérer s'ils y sont forcés, mais ils s'en souviendront. Et dès qu'ils en auront l'occasion, dès qu'ils verront une ouverture, ils partiront. Aucun pays ne veut être l'esclave d'un autre pays. Ce n'est pas une histoire de seigneur et de maître. L'époque du colonialisme est censée être révolue. Les États-Unis essaient de réimposer une nouvelle forme de colonialisme, et les pays ne veulent pas l'accepter. Donc, lorsque l'on commence à voir ces groupements régionaux devenir suprarégionaux, cela devrait envoyer un avertissement très clair à Washington. Ils doivent repenser leur stratégie avant que le reste du monde ne se retourne littéralement contre les États-Unis, ou, sinon contre eux, disent simplement « Écoutez, nous ne voulons plus jouer avec vous. Vous êtes trop compliqués. Vous êtes trop peu fiables. Quel est l'intérêt de conclure un accord avec vous? Vous allez simplement le rompre. » L'exemple ultime de cela serait que si les 3/4 des pays membres de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, votaient pour exclure les États-Unis et disaient « Très bien, nous allons réformer l'OMC ». Les États-Unis approchent d'une échéance à laquelle ils sont censés payer leurs cotisations de l'année dernière ainsi que celles de cette année. S'ils ne le font pas, ils pourraient être sujets à une exclusion. Ils ne peuvent certainement pas participer à des comités, ni avoir de droit de vote, tant qu'ils ne se sont pas acquittés de leurs cotisations. Et je pense que cette échéance arrive en juillet. Il est très peu probable que Donald Trump paie cette somme. Ce serait donc le moment idéal pour que le monde envoie un message très fort et dise « Vous ne voulez pas faire partie de l'OMC. Vous ne payez pas vos cotisations. » Vous allez à l'encontre de tout ce que cela représente. Vous êtes dehors. Et alors, on pourrait avoir une réforme significative de l'OMC, des choses qui sont cruellement nécessaires. L'OMC a été créé il y a longtemps, et vous savez, la dynamique mondiale a changé. Il y a de tout nouveaux moteurs économiques, surtout en ce qui concerne l'économie numérique, et l'OMC a été fondé bien avant cela. Donc il faut du changement, mais les États-Unis l'en empêchent. Ils bloquent la nomination de ces juges d'appel. Et par conséquent, comme il n'y a pas de juge d'appel, si vous voulez faire appel, en gros, vous dites qu'il n'y a pas eu de jugement final. Mais à quoi l'OMC a-t-elle été créée alors? Pour rendre des jugements définitifs entre des pays qui acceptent de se conformer à l'OMC. Les États-Unis ont en somme dit « Je prends mon ballon et je rentre chez moi ». Très bien, qu'ils le fassent. Je pense que le monde serait dans une bien meilleure position
une fois qu'une personne rationnelle reviendra à la Maison-Blanche, qui dira « D'accord, nous voulons rejoindre, nous voulons du changement. » Et le reste du monde répondra « Désolé, vous avez manqué cette chance. Si vous voulez rejoindre, vous le faites selon les conditions existantes. Vous ne dictez pas la direction que va prendre cette organisation, parce que franchement, vous avez agi de mauvaise foi, et cela ne date pas seulement de l'administration Obama. C'est un problème de longue date. Nous avons vu cette situation évoluer. Donc, à un moment donné, on en arrivera là, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Si les États-Unis ne veulent pas jouer, on ne peut pas les y forcer. Je pense que c'est un thème récurrent dans de nombreuses institutions. Car lorsqu'il y a une forte concentration de pouvoir au sein d'un État, on peut citer les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de ces institutions financières, mais surtout après la guerre froide, n'ont plus rien qui limite ce pouvoir qui exerce tant d'influence. Ainsi, il arrive souvent que les institutions internationales deviennent de simples instruments de cette puissance unique. Mais ce que l'on observe aujourd'hui, avec le changement, la nouvelle répartition du pouvoir, c'est que beaucoup de ces institutions devront, les autres pays n'accepteront plus forcément cette situation. C'est cela la revendication. Toutes ces institutions internationales ne peuvent plus simplement être dictées par les États-Unis. Et si, comme vous le dites, les États-Unis décident de reprendre leurs balles et de rentrer chez eux, le monde commencera à remodeler ces institutions. Ce qu'il faut alors espérer, c'est qu'un jour les États-Unis veuillent revenir et participer et qu'il existe un moyen de les intégrer dans le nouveau format multilatéral qui a été établi. Mais oui, cela m'a aussi fait penser à une autre chose que tu as dite. Tu as dit que les pays du Moyen-Orient, les États du Golfe, ne veulent pas se détourner des États-Unis. Oui, je pense que c'est un point important. L'idée, c'est de diversifier, de ne pas devenir trop dépendant d'un seul État ou d'une seule région. Il ne s'agit donc pas de passer d'un bloc à un autre. Et je pense que c'est un autre aspect souvent mal compris avec la Chine, car elle ne cherche pas réellement à instaurer des systèmes de blocs, c'est-à-dire des systèmes d'alliances. En réalité, les Chinois sont farouchement opposés aux alliances. Nous avons souvent tendance à négliger cela, car il ne faudrait pas dire trop de choses positives sur l'autre camp. Mais ils disposent de nombreuses alternatives pour construire des alliances, si ce n'est pas sur le plan militaire, alors au moins au sein d'autres blocs, qui seraient de nature anti-américaine. Mais ils ne demandent pas aux pays de choisir entre nous ou eux. Ils font exactement le contraire. Je pense donc que c'est un aspect important que nous négligeons souvent. Je voulais toutefois vous interroger sur le dollar, car c'est souvent un point clé. La confiance dans le dollar, en raison de la soutenabilité de la dette, mais aussi parce qu'il est utilisé comme une arme ce week-end. Mais comme vous l'avez également souligné, les Chinois utilisent le dollar, donc ils ne veulent pas non plus le faire couler. Que pensez-vous donc qu'il va se passer avec le dollar dans les mois à venir? Encore une fois, cela ne dépend pas uniquement des Chinois, bien sûr. C'est principalement l'Amérique qui aura de l'influence sur ce point. Eh bien, il y a quelque chose à laquelle tous ceux qui écoutent devraient prêter attention. Pour la première fois dans l'histoire, le système CIPS, c'est le système alternatif utilisé par la Chine, la Russie, etc., a en fait dépassé le volume des règlements effectués via SWIFT. Et cela s'est produit il y a 2 semaines. Vous pouvez vous attendre à ce que cela continue. Le dollar coule lentement. Il ne s'agit pas de sa disparition. Il sera toujours là. C'est une monnaie de choix, une opportunité pour de nombreux pays. Mais plus il est perçu comme peu fiable, plus il y a de problèmes de dette, plus de gens disent « Écoutez, nous devons réduire les risques ». Cela ne veut pas dire partir. Cela signifie simplement que nous devons avoir des alternatives en place. Et vous pouvez clairement voir que cela se produit.
Je veux dire, la Chine entretient des relations commerciales principales avec plus de 140 pays, où elle est soit le plus grand importateur, soit le plus grand exportateur pour ces pays. Il n'est pas logique d'utiliser une monnaie tierce qui est peu fiable, ou par exemple, j'achète des dollars et ils valent moins le lendemain. Cela n'a pas de sens. Cela n'aide pas dans mes échanges avec cet autre groupe. Donc on observe progressivement une séparation, mais ce n'est pas un interrupteur qu'on actionne d'un coup. Il pourrait y avoir, et c'est ce qui inquiète beaucoup de gens, j'étais banquier spécialisé dans les obligations, que les gens commencent à intégrer le risque dans leurs achats d'obligations. Par exemple, si je prévois une baisse de 20% du dollar et que je veux gagner 5% sur mon bon du Trésor à 2 ans, en essence, je veux une prime d'environ 12 ou 13%. Or, ce n'est pas quelque chose que la Réserve fédérale peut contrôler, car ce sont des acheteurs extérieurs qui disent « Eh bien, je n'achèterai pas, à moins d'obtenir un taux qui me semble offrir un bon rendement. » Et c'est un vrai dilemme, car si l'on commence à envisager des bons du Trésor à 12%, cela doit être financé par le budget américain. Cela reviendrait littéralement à presque tripler la situation actuelle des États-Unis. L'an dernier, ils ont versé 1 000 milliards de dollars. Imaginez devoir payer 3 000 milliards de dollars d'intérêts. Et cela s'ajoute déjà à un emprunt de 2 000 milliards de dollars sur un budget total d'un peu moins de 6 000 milliards. Cela ferait littéralement couler les États-Unis. Peuvent-ils aimer plus en Bragis? Can they print more dollars to pay interest? Sure they can, but it becomes inflationary spiral. Bien sûr, ils le peuvent, mais ça devient une spirale inflationniste. Les gens anticipent plus de risques et tout s'emballe. On se retrouve avec l'Argentine en Amérique. Mais ce n'est pas ça. Glenn, tu as vu les images à la télévision à Los Angeles. Est-ce le pays dont les gens se souviennent comme celui auquel ils aspirent? Est-ce un endroit où les gens disent « c'est la terre des rêves et des opportunités » ? Je ne pense pas. Il y a tellement de niveaux sur lesquels les États-Unis, sous Donald Trump, se tirent une balle dans le pied, repoussent les gens sans réel bénéfice. Un petit bénéfice pour Donald Trump, même si sa cote de popularité globale a baissé auprès de sa base. Ils adorent ça. Sa base ne représente que 30% de l'Amérique. Et sa base, au cours des 2 prochains mois, va être durement mise à l'épreuve par la hausse des prix. Ils n'avaient déjà pas assez d'argent au départ. Leur en prendre encore plus alors qu'ils n'en ont pas, ça va être vraiment difficile. Ils vont devoir faire des choix difficiles entre se nourrir, payer leur voiture, payer leur maison. Et cela, inévitablement, va entraîner une division au sein de sa base. Ceux qui penseront qu'il les a trahis et dont l'amour se transformera bientôt en une haine intense, et d'autres qui continueront à le soutenir, affirmant qu'il est, vous savez, une sorte d'instrument biblique envoyé par Dieu pour accomplir ce qu'il pense qu'il doit faire. Je pense souvent à cette idée selon laquelle les États-Unis pourraient sacrifier la République pour maintenir l'Empire en vie, parce qu'il y a trop de recherche de solutions rapides. Je crois que les questions les plus importantes concernent la durabilité du rôle prééminent des États-Unis en termes de coûts encourus, pas seulement le coût financier, mais aussi la légitimité. Ce n'est pas seulement une question militaire. Il semble qu'il faille adopter une perspective plus large sur ce qui peut réellement être accompli. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les États-Unis s'ils acceptaient, je suppose, de réimaginer leur rôle dans le système international. Mais cela m'amène à ma dernière question, qui est peut-être un peu trop vaste. Comment interprétez-vous ces changements globaux? Je veux dire, on peut parler de la compétition technologique, du déplacement du pouvoir, du manque de confiance dans les institutions financières actuelles, mais il ne s'agit plus simplement d'un transfert de pouvoir de l'Ouest vers l'Est. Comment comprenez-vous les changements plus larges dans le monde?
Encore désolé d'être trop vague ou général ici. Again, sorry for being too ambiguous or wide here. No, it's very simple. The United States is isolating itself. That's the answer. C'est très simple. Les États-Unis sont en train de s'isoler. Voilà la réponse à votre question. Et c'est là que Trump pensait pouvoir littéralement être au sommet de la pyramide et avoir tout le monde derrière lui. Ce qu'il a fait, c'est s'assurer que les gens ne font plus confiance aux États-Unis et qu'ils vont suivre leur propre voie. Je veux dire, souvenez-vous, cela ne va durer que 3 ans et demi, espérons-le, à moins qu'il n'essaie de prendre le contrôle du gouvernement avec l'armée, ce qui semble être une option de nos jours. Vous savez, quelqu'un d'autre viendra, que ce soit un autre populiste qui, comme vous l'avez dit, fait beaucoup de promesses qu'il est incapable de tenir, ou quelqu'un de sérieux avec une vision. Il faut que ce soit une vision qui réintègre les États-Unis dans le monde. Et il n'existe aucune solution où les États-Unis survivent seuls. Et c'est là le problème avec le discours de victimisation auquel la plupart des gens aux États-Unis adhèrent. Ils croient que le pays le plus riche et le plus puissant de la planète a, d'une manière ou d'une autre, été victime de pays qui n'arrivent même pas à nourrir leur propre population. Je veux dire, ça paraît absurde, mais si vous parlez aux gens, ils disent « Oh oui, oui, Donald a dit que les Européens nous arnaquent. Ils prennent nos affaires. La Chine, ils volent nos trucs. » Tout le monde fait du tort aux États-Unis. Et cela, malgré le fait que ce sont les États-Unis qui déclarent toutes ces guerres, qui soumettent tous ces peuples, c'est littéralement inverser la réalité. Et tant que cela ne change pas, tant que l'Amérique ne dit pas « Écoutez, il faut qu'on réfléchisse un peu à ce qui s'est passé, qu'on comprenne où il faut aller, et qu'elle ne réalise pas que la réindustrialisation n'en fait pas partie, rien ne changera. Certaines parties de la réindustrialisation, bien sûr, il faut les mener. Mais les États-Unis doivent revenir à l'adoption de l'économie numérique. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais lorsque Trump est arrivé au pouvoir, pour accorder des allègements fiscaux aux plus riches, il a supprimé la disposition qui permettait aux entreprises technologiques de déduire immédiatement leurs dépenses de recherche et développement. À la place, elles devaient les étaler sur 5 ou 15 ans. Devine ce qui s'est passé. Plus de 100 000 personnes du secteur technologique ont été licenciées au fil des années suivantes, car il n'était plus logique d'embaucher des ingénieurs américains très bien payés pour innover, faire de la recherche et du développement, si cela pouvait être fait moins cher à l'étranger. Tout le monde a dit « Bon, c'est fini, on arrête ». C'était une décision prise en conseil d'administration, mais elle a été causée par Donald Trump, et il devrait revenir sur cette mesure. Il devrait dire « Non, si vous développez l'économie numérique, ce type de technologie où nous pouvons obtenir des rendements à forte marge, nous devrions le faire. Nous devrions coopérer avec d'autres pays, essayer de nous assurer d'avoir des marchés, pas essayer de casser les jambes de quiconque, selon nous, peut nous suivre. Je veux dire, il y a eu un vrai grand changement dans l'attitude de l'Amérique. C'est en partie de l'arrogance, en partie cette croyance mal placée, à mon avis, dans l'exceptionnalisme américain. Et ça continue encore et encore. Mais tant que l'Amérique ne réfléchit pas, il n'y a aucune solution que le monde puisse imposer aux États-Unis. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'ignorer et dire « Regardez, nous allons aller par ici, nous allons continuer à coopérer et à nous rassembler et essayer de construire un monde meilleur pour nous-mêmes. Et vous pouvez reprendre votre ballon et rentrer chez vous. Nous ne pouvons pas vous en empêcher, quoi que nous fassions. Voilà où nous en sommes. Tant que l'Amérique n'aura pas changé sa compréhension de son rôle, des réalités d'un monde multipolaire, il n'y aura aucun changement. Je pense en fait que ce serait peut-être la chose la plus importante à faire maintenant. Réfléchir un peu aux grands changements et à la façon dont nous en sommes arrivés là.
Et cela, pour deux raisons. D'abord, cela peut engendrer un nationalisme très malsain. À mon avis, l'une des forces de l'Amérique a toujours été d'avoir un nationalisme plus optimiste. L'idée que les meilleures années sont devant nous. Mais dès qu'on commence à se tourner vers une gloire perdue et à chercher qui nous l'a volée, il y a cette tendance à s'en prendre au reste du monde. Alors, les Européens nous ont trahis, les Chinois. Je veux dire, tout le monde a profité de nous. Cela devient quelque chose de très peu attirant, ce sentiment de victimisation et de vengeance. Mais le deuxième problème, c'est aussi que si l'on ne réfléchit pas à cela et que l'on rejette simplement la faute à l'extérieur, sur les adversaires ou même les alliés, on empêche toute correction de trajectoire, toute possibilité d'examiner où nous nous sommes trompés. Que devons-nous faire pour y remédier? Quelles sont les autres voies possibles? Il semble donc qu'en ce moment, le premier réflexe soit « on nous a volé notre âge d'or ». Si seulement on pouvait se venger, tout redeviendrait normal. Cela ne traite pas les causes profondes, ni la raison pour laquelle les fondations du système qui existait jusqu'à présent ne reviendront pas non plus. Cela me manque aussi dans les médias. C'est souvent très émotionnel, juste des slogans, c'est très frustrant. Bref, où les gens peuvent-ils te trouver et suivre ton travail? Eh bien, je suis diffusé sur environ 50 chaînes différentes à l'international. C'est là que je te vois sur la chaîne d'information. J'ai quelque chose qui s'appelle Asian Narrative Substance et j'y écris de temps en temps. Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas, je ne fais rien payer. Je ne sais pas si mes opinions valent grand-chose, mais je suis vraiment d'accord avec vous. Qui était-ce, Platon ou Socrate, qui a dit « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Je pense que cela s'applique à ce que nous avons fait dans le passé et à la façon dont nous pouvons construire un avenir meilleur. Le monde change constamment. On ne peut pas s'en tenir à une seule idée de qui l'on est et de ce que l'on est. Il faut regarder autour de soi et s'adapter. J'espère que les gens feront cela. Oui, c'est pourquoi je pense que l'idéologie qui a légitimé notre hégémonie est désormais devenue notre plus grand ennemi, car elle ne nous permet pas de faire les ajustements nécessaires. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Au revoir. Thank you.